Bienvenue dans Slalom, le podcast sur Jean-Baptiste Grange, un documentaire audio qui retrace la carrière hors norme de cet immense champion. Après sa première expérience en Coupe du Monde à Chamonix, Jean-Baptiste refait quelques apparitions avant d'enchaîner les courses au niveau mondial à partir de décembre 2005. Lors de cette fin d'année, il s'illustre et frappe un premier gros coup à Val d'Isère. Il remporte la manche de slalom du super combiné en partant en 56e position. Les bons résultats s'enchaînent et il participe ainsi à ses premiers Jeux à 21 ans. À la suite de cette saison 2006, le statut et l'attente autour de Jean-Baptiste évoluent. Pour en parler et par ordre d'apparition, voici les personnages que vous entendrez dans ce 3e épisode, aux côtés de Jean-Baptiste Grange. C'était vraiment pas juste un coup d'éclat et j'ai ma première victoire et c'est bon, tout est gagné. Il y avait aussi d'autres envies. David Chastan, le chef du groupe technique de l'équipe de France de ski à partir de la saison 2007-2008. Quand on a réunifié les deux disciplines sur un seul groupe, il était déjà installé au niveau de la hiérarchie mondiale en slalom. Julien Liseroux, un coéquipier important de Jean-Baptiste en équipe de France de ski. J'ai revu tellement de fois cette image, elle est géniale et finalement je trouve que ça résume bien son caractère, son tempérament. Et enfin, Loïc Brun, le technicien de Jean-Baptiste lors de cette période. Le fait de discuter comme ça, de sa première manche, de tout, de rien, ça l'a aidé un peu à retarder le moment où il a vraiment eu tous ces démons qui l'ont pris. Ce 3e épisode retrace donc ses débuts réguliers en Coupe du Monde jusqu'à son premier sacre mondial, le 20 février 2011, à Garmisch-Partenkirchen. En 2006, j'ai vraiment intégré le groupe et j'ai fait toutes les Coupes du Monde, quoi. Mais c'est sûr que c'était une période en plus où il y avait JP Vidal, Pierrick Bourgeat et Stéphane Tissot. Et il n'y avait qu'une 4e place. Donc on n'était que 4 à courir en Coupe du Monde de slalom. Donc on était vraiment dans une période creuse au niveau du slalom français. En 2006, il y a eu un changement de génération et qui a aussi certainement permis et qui a facilité un peu plus l'échange et la vie de groupe. Et en fait, j'étais ce petit jeune qui était capable de skier très vite et d'un coup, on voulait que ce petit jeune, il gagne des courses. JB, finalement, donc il est arrivé très tôt sur le circuit et après ses premiers vrais grands pas, ses premiers gros résultats sur le circuit de la Coupe du Monde, ils ont coïncidé avec une période où moi j'étais pas du tout présent, où j'étais pas du tout performant. Mais il a fait ses premières armes sur les combinés, sur les manches de slalom des combinés, où il était extrêmement performant. Et puis voilà, après aux yeux du grand public, JB il est arrivé sur le circuit international en 2007. On monte au championnat du monde à Auré, il fait le super combiné. Je me rappelle plus le résultat, mais c'était pas top. Enfin, c'était pas par rapport à ce qu'il avait visé. J'avais fait le combiné et en fait avec Pierrick Bourgeat, on était allé se faire 3-4 jours à Stockholm pour justement se sortir un petit peu des championnats du monde. Ça m'a aussi beaucoup servi par la suite, parce que c'est des choses que j'ai fait de moi-même, ça, au niveau stratégique. Je me rappelle un petit peu de cette conférence de presse 2 jours avant, où la seule question qu'on nous posait, c'était « il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de médaille ». Je me souviens vraiment, le jour de la course, où tu sens qu'il y a vraiment quand même une tension qui est énorme. Et dès le matin, ça monte petit à petit. Et je me souviens de la reco, où j'étais un peu tétanisé, terrorisé. Et puis il a fait un slalom magique, quoi. Et finalement, je rentre dans ma course petit à petit. Il y a une première manche qui se passe plutôt bien. Je crois que je dois terminer 5e. Il y a cette belle 2e manche qui fait que je vais chercher une médaille de bronze au championnat du monde. Et c'était un truc à 22 ans. C'était très jeune à l'époque. Il rapporte une médaille de bronze. C'était un petit peu le sauveur de la patrie. Je me rappelle très bien les interviews d'après-course et tout ça. Tout le monde était un petit peu euphorique. Sur le coup, il y a un mélange d'émotions. Et en fait, tu te retrouves aussi au milieu de la raquette d'arrivée, à lever les bras parce que t'es médaillé, quoi. C'est quand même des championnats du monde et lui vient prendre une médaille, il rentre là dans l'histoire. Et c'est vraiment ce qu'il a lancé sur la scène internationale. Il y avait cette médaille de fête, mais finalement, j'avais le ski pour gagner en Coupe du Monde et je l'avais toujours pas fait. Donc en fait, l'étape suivante, c'était, tiens, quand est-ce qu'il allait gagner sa première Coupe du Monde ? Cette fin de saison 2007 et début de saison 2008, donc c'est vraiment ce qui coïncide avec notre groupe technique, où on a joint le groupe slalom et le groupe géant. Quand on a réunifié les deux disciplines sur un seul groupe, il était déjà installé au niveau de la hiérarchie mondiale en slalom.
Et le projet, c'était d'essayer de gagner dans les deux disciplines. Et c'est vrai que quand on s'est mis à travailler en géant, j'ai découvert un garçon avec un talent énorme. Je pense que j'avais jamais eu un skieur dans les mains de ce niveau-là, avec ces qualités-là, aussi bien d'intelligence de pied que d'intelligence tout court de la personne. À l'aube de la saison 2008, quand j'étais à l'entraînement, je skiais un ton au-dessus de tout le monde et qui faisait que j'avais un temps d'avance, même au niveau mondial, dans un premier temps, on va dire. Dans l'historique, j'ai fait mon premier podium après ma première médaille mondiale. Et c'était à l'automne 2007. En combiné à Beaver Creek. Tout le monde avait plus ou moins estimé que la course était pliée. Ils étaient limite en train de faire le podium protocolaire. Et puis lui, il arrive là et il joue les troubles fêtes et il vient faire deuxième de la course. Il y a eu un petit contre-coup en Autriche, juste avant Alta Badia. Et c'est vrai que là, il y a eu quand même un peu des doutes parce que je me disais, mais je vais pas y arriver. Et en fait, tout s'est aligné sur Alta Badia, je skiais bien. Il l'a découpé, hein. Vraiment, il a gagné la première manche, gagné la deuxième manche. Ça a été quand même le premier. En tout cas, en Coupe du Monde, j'ai marqué un gros coup parce que voilà, je l'ai fait, j'ai gagné, mais en plus, je l'ai fait de la meilleure des manières. Sur les informations, quand il en avait, il arrivait à respecter les vraies consignes stratégiques dans une course, ce qui lui permettait aussi en plus de sa qualité de slalomeur et sa vitesse et sa précision, de pouvoir aussi skier juste les moments clés d'un tracé. Et ce jour-là, je pense qu'il a tout mis en place et il s'est retrouvé à gagner son slalom avec de la marge. Il a maîtrisé la course, quoi. Il a maîtrisé vraiment la course. Et je pense que là, il a vraiment dit à tout le monde, salut, je suis là et il va falloir compter sur moi sur les prochaines années. JB, je crois que de mémoire, il a gagné quasiment. À chaque fois qu'il était premier de la première, il a toujours gagné ses courses. Ça, c'est signe d'un grand champion aussi. C'est-à-dire arriver à être capable de gérer la pression, de fermer le portillon et d'aller faire le boulot jusqu'au bout. C'était vraiment pas juste un coup d'éclat et j'ai ma première victoire et c'est bon, tout est gagné. Hein. Je veux dire, il y avait aussi d'autres envies. Et c'est vrai que derrière, je fais un gros mois de janvier parce que je fais le doublé combiné slalom à Wengen. Je gagne encore à Kitzbühel derrière, la semaine d'après. Et 2 jours après, je termine deuxième à Schladming. Cette saison-là, il gagne pas mal de courses. Il gagne des courses hyper prestigieuses. Après, voilà, c'est la différence entre gagner des courses et jouer des globes. C'est-à-dire qu'à un moment, pour pouvoir jouer un globe, il faut arriver en bas des courses, mais marquer de très gros points pour pouvoir rester devant et pour pouvoir consolider sa place. C'est vrai que je termine la saison avec une déception. Bon, moi j'étais vraiment, j'avais rempli un à un tous mes objectifs, j'avais fait une saison de malade. Donc en fait, il n'y avait pas vraiment de pression par rapport à ce globe. Je crois que c'était vraiment une journée de merde. Les Italiens nous l'ont fait à l'italienne. On partait tous les deux dans les 7 premiers. C'était très tôt le matin, donc à l'ombre. Il y a les lampadaires qui tombent en panne. Ils nous font patienter bientôt pendant 15 minutes au départ. JB est dans le portillon quand même. Donc il fait une très bonne première manche. Il est dans le coup. Et puis à la deuxième manche, donc conditions complètement différentes puisque le soleil est sorti, ça a chauffé. Donc la neige est vraiment revenue. C'est de la neige de printemps. Et JB, il a tout fait bien, quoi. Tout va bien jusqu'à 5 portes de l'arrivée où je m'en mêle un peu les pinceaux et je tombe sur l'intérieur. Et le globe s'échappe. Et c'est vrai que c'était finalement ma première grosse déception. Tu te casses la gueule, tu chutes, tu loupes ton objectif et finalement tout le monde le sait et le voit. On est rentré à la chambre, le lendemain il y avait le team event, on se couche, on se dit allez on fait la sieste pour être en forme demain et puis en fait on n'arrivait pas du tout à dormir. Au bout de 10 minutes, je lui dis tu dors, il me dit bah non, je dis bah moi non plus. Et puis du coup le soir, il y a les coachs qui sont rentrés, on s'est fait un apéro tous ensemble, on s'est fait une bringue. Honnêtement, on a vécu une soirée exceptionnelle. En fait, c'était une soirée terrible parce que JB avait pas ramené le globe, mais je pense que c'est une de nos meilleures soirées de nos carrières respectives parce que il y avait une communion tous ensemble, tout le monde, avec les filles, avec les garçons, avec les coachs, avec les athlètes, et on s'est marré quoi. Vraiment, on s'est marré alors qu'on aurait pu pleurer toute la soirée. La
La saison 2009 se passe plutôt bien, avec en point d'orgue le doublé à Kitzbühel avec Julien Liseroux. C'était vraiment un moment incroyable parce que moi je m'occupais de JB depuis 2006, mais Julien Liseroux avait intégré Dynastar au printemps 2008 et puis je m'occupais aussi de Julien Liseroux et c'est vrai que cette année-là ils font 1 et 2 à Kitz. Alors là, un truc à la Mecque du ski, ils ont pris la première place et la deuxième place. Et ça, c'était vraiment un truc énorme. À cette époque-là, quand je suis deuxième en la première manche, j'ai envie d'arriver en bas et d'être premier et de gagner la course. Et en fait, là, j'arrive en bas et je vois que je suis deuxième. Mais je vois pas qui est devant. Donc sur le coup, je fais un râle de mécontentement. Et en fait, après, je vois que c'est Julien qui est en tête. Donc là, je passe d'un râle de mécontentement à lever les bras et à être trop content, quoi. J'ai revu tellement de fois cette image. Elle est géniale et finalement, je trouve que ça résume bien son caractère, son tempérament. Lui qui est pas très démonstratif, qui est plutôt discret. Et de ce côté-là, je crois qu'on fonctionne de la même manière. On est très respectueux des autres, de la compétition, et on arrive surtout à se réjouir du bonheur des autres. Il n'y avait pas d'animosité, de rien du tout, quoi. C'était ça, c'est vraiment quelque chose humainement, c'est quelque chose d'hyper fort, quoi. Le ski, c'est un sport individuel. Bien sûr qu'on est là pour performer et ainsi de suite, mais quand on peut partager ça avec les copains et sur la piste et puis avec toute l'équipe d'encadrement qui est là et qui nous soutient et qui nous aide tous les jours, ouais, moi c'était une journée, c'est une des plus belles journées de sport qui m'ait été donné de vivre en tout cas. Après, on arrive sur un événement qui marque aussi des carrières, c'est-à-dire des championnats du monde à domicile, chez soi, en France, à Val d'Isère. Jusque-là, il y avait quand même pas mal d'insouciance. Je me prenais pas trop la tête. Ça marchait pas. Je loupe le globe l'année d'avant. C'est comme ça. Et voilà, je prépare mes affaires et là, je me dis, ouais, quand même là, il y a une pression qui monte. Il y a un truc, ça va être quelque chose. C'est vrai que le mois de janvier avait été riche. Il y a beaucoup d'espérance, beaucoup d'attentes. Il faut pas se le cacher. C'était les mondiaux en France aussi. Et j'ai trouvé ces championnats du monde de Val d'Isère en 2009 pour JB vraiment terrible. Terrible parce que, en fait, il a pas fait de contre-performance, quoi, où on peut pas dire qu'il a été complètement diminué par la pression, qu'il a explosé et ainsi de suite. Ça s'est joué à rien. Je dirais que pour lui, les mondiaux, ils se sont joués à rien. Ils se jouent à un enfourchage. Un enfourchage, c'est 4 cm le ski qui passe du mauvais côté. Il passe à côté de la médaille en super combiné alors qu'il venait de faire une descente incroyable parce qu'il était 4e de la descente. Ça arrive, mais sur les championnats du monde, c'est vrai que ça impacte un peu la confiance parce que la course d'après, on part en se disant mais là j'aurais pu prendre une médaille, j'ai pas prise. Il y a déjà un petit peu de doute qui s'installe. Et puis le slalom le dernier jour, je me rappelle parfaitement parce qu'il a le dossard 1. J'allais ouvrir le bal de ce slalom. Voilà, dernière course de ces championnats du monde. Moi, j'ai toujours pas de médaille. Et du départ, je vois 40 000 personnes massées en bas. Moi, j'ai jamais vu ça sur une course en France. Et du départ, qui était, on partait en plein dans la face, on partait pas décalé comme sur les autres étapes de Coupe du Monde. Ouais, c'était des moments hyper forts en émotion et intenses. Et finalement, quand tu fais des championnats du monde comme ça sur une piste autant sélective, à la première manche, l'important c'est d'être en bas et d'être dans le game. Et là, nous, on est à moins d'une demi-seconde du meilleur temps, donc tout va bien. Et puis, cette deuxième manche, je pars juste devant lui, je fais le boulot, je suis en tête, et puis je me dis voilà, c'est bon. Aujourd'hui, on est tous les deux sur le podium, quoi. Et derrière, c'était à Jean-Baptiste de partir, donc forcément, là, le public était surexcité. Et JB il part, il fait une manche il fait une super manche, quoi. Et puis il arrive 3/4 de la course. Je me croise les skis, mes 2 spatules, et ça me fait tomber. Ça reste une faute, de toute façon, à partir du moment où t'es pas en bas. Et puis voilà, et ça va très vite aussi en slalom. Il tape un peu les skis, il se fait prendre la spatule et puis ça l'amène sur l'intérieur. Mais je pense que dans la manière et dans l'état d'esprit, il avait répondu présent. Derrière, j'ai eu un mois où j'étais vraiment pas bien et j'étais dans une mauvaise spirale. Tu te dis, j'ai loupé le globe l'année d'avant, j'ai loupé mes mondiaux. Enfin là, c'est la cata, quoi. On pense que l'athlète, il va se ressaisir et se recentrer sur l'objectif de faire le globe, mais en fait, ils accusent quand même le coup, et ça, c'est normal, c'est humain, ils sont quand même déçus, c'est un gros événement. Malgré tout, il était en tête de la Coupe du Monde. Donc il y avait encore le globe de slalom à jouer et il fallait le jouer parce qu'il y avait quand même encore des courses à faire et il y avait des grosses chances à aller défendre. J'arrive sur Auré,
Donc en plus, une piste où j'avais fait la médaille 2 ans auparavant, avec tous mes démons de la Coupe du Monde 2008 et des Championnats du Monde 2009. Je passe un peu au travers de ma première manche. Finalement, je me libère complètement en deuxième manche et je m'accroche mentalement. Je me dis, allez, je lâche rien, je vais jusqu'au bout. Et je me souviens qu'il y avait un dernier mur avec un petit replat et j'étais dans les 10 dernières portes et j'ai vraiment repensé à 2008. Et j'ai dit, allez, il ne reste pas grand-chose, sécurise un peu, va chercher jusqu'au bout, mais sécurise. Et finalement, je reviens 3e de la course. C'est Kostelic, qui était le dernier qui pouvait lui chahuter le globe à la deuxième manche, qui partait juste devant moi. Et à Auray, en fait, on voit l'arrivée. Je le vois passer la ligne, je le vois pas particulièrement content. Je me retourne à droite, je regarde mon coach, et mon coach me fait un clin d'œil, il me dit, c'est tout bon, quoi. Concrètement, JB a gagné le globe. Ça a été une bouffée d'air et c'est bon. Je suis sorti de ces impasses du globe l'année d'avant et des championnats du monde. Voilà, finalement, je vois un peu le bout du tunnel et qui plus est avec un globe de cristal de la spécialité. Même si c'était une deuxième partie d'hiver qui était très compliquée, il n'a rien lâché jusqu'au bout et il a ramené ce globe. Et puis voilà, c'était vraiment un très 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 bon moment. JB il s'est blessé donc en décembre 2009 et puis il a recouru à Lévis en novembre 2010. Et ce qui est incroyable, c'est que il a gagné la course. J'avais repris le ski au mois de juin en même temps que les autres. Et au mois de juillet, j'étais déjà en pleine bourre, quoi. Donc du coup, j'ai une préparation normale. Voilà, qui explique aussi le fait que je gagne la première course parce que je suis déjà prêt depuis un petit moment, quoi. C'est des choses comme ça qui montrent que ce genre de coureurs, c'est pas des coureurs comme les autres. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, ils vont réagir. Et là, il sort de blessure, il s'est pété un genou, c'était son premier genou. On peut imaginer les doutes qu'il peut y avoir dans la tête d'un athlète de revenir sur les skis, de se repréparer, surtout regagner la course tout de suite derrière. Là, ça en est une autre. Et en fait, derrière, j'ai un mois, mais catastrophique. Et d'un coup, je relève la tête à Wengen. Je gagne à Kitzbühel, je gagne à Schladming. Et on se dit enfin, alors là, je vais parler collectif, on l'a fait. On l'a gagnée, celle-ci, parce qu'elle se refuse à nous. Schladming, il faut quand même bien s'imaginer que c'est un chaudron, qu'on arrive dans une petite bourgade en Autriche, qu'il y a 50 000 personnes en nocturne, et que c'est la patrie du ski, et que on est dans les années Marcel Hirscher, qu'il y a les fumigènes, qu'il y a l'interruption de course, et que honnêtement, on a l'impression d'être dans un stade de foot. Il y en a très peu qui ont réussi à faire l'enchaînement de gagner Kitzbühel et Schladming, parce qu'il n'y a que 2 jours entre les deux. Donc voilà, je restais sur 3 podiums d'affilée, 2 victoires. Et j'arrivais donc du coup au championnat du monde 2011 à Garmisch-Partenkirchen en étant ultra favori pour la course. À cette époque-là, chez Rossignol, quand je trouvais une paire de skis que j'aimais bien, même si c'était toujours dans le même modèle, la paire que j'aimais bien, je voulais toujours la même en course. Première, deuxième manche. Et c'est vrai que la paire de skis qu'il avait, il y avait des cartes qui étaient quand même fines. Ouais, je lui ai posé la question, je lui ai dit, t'es sûr que tu veux courir avec celle-là ? Ouais, ça va faire. Et le risque après, c'est que le car se désolidarise du ski parce qu'il est trop fin. Bon, c'était quand même un peu de stress à les préparer parce qu'il fallait pas trop enlever de car pour pas l'affiner encore plus. Ouais, celle-là, elle me faisait un peu transpirer de perdre ski quand même. Je me souviens de cette journée où en fait, il pleuvait un petit peu, il faisait tout gris. C'était une ambiance qui était austère. On a des conditions qui sont très exigeantes. Elles sont vraiment pas très bonnes. Température plutôt douce, la neige plutôt molle. C'est sur un stade isolé qui est à côté du tremplin. On arrive dans un genre d'arène. Je gagne la première manche. Il y a vraiment un entre-deux manches qui est hyper long. Et puis là, moi, je m'en rappelle, je vais dans le Team Hospitality, je le vois là, avec ses écouteurs, dormir et tout. Bon. Et bon, il commençait un peu à tourner en rond, et puis il est venu avec moi dans le ski room. J'étais en train de repréparer ses skis pour la deuxième manche. Je pense que le fait de discuter comme ça, de sa première manche, de tout, de rien, je pense que ça l'a aidé un peu à retarder le moment où il a vraiment eu tous ces démons qui l'ont pris. Je me suis vraiment forcé en fait pour canaliser un peu toutes ces pensées négatives qui peuvent ressurgir, et ces démons
finalement des championnats du monde 2009 qui ressurgissent. Je remonte au télésiège et là je vois le responsable pour la FIS des pistes en train d'arroser les trous, de balancer du sel et en fait c'était catastrophique. La piste elle avait complètement explosé. Il partait dernier de la deuxième manche parce qu'il venait de gagner la première manche et bon bah c'est vrai que la piste a été dégradée quand même hein. Mais bon je pense que là il était tellement au sommet de la vague qu'il n'y a rien qui l'aura arrêté, rien du tout. Ah, la piste elle avait bougé de folie hein. Ouais, je crois qu'il était dedans son truc, je sais pas, c'est lui qui peut l'expliquer, ça, mais d'une sérénité énorme. Finalement, ce jour-là, j'étais loin de faire mon meilleur ski par rapport à ce que j'avais pu faire les 2 dernières semaines en entraînement. J'avais eu très chaud là justement dans ce passage et arriver sur ce dernier petit plat voilà, de 6-7 portes et voilà, me dire enfin c'est bon, je suis au bout et là voilà, c'est la délivrance de voir que je gagne quoi. Après on redescend, moi je prends le télésiège, je me rappelle il y avait les coachs qui étaient le long de la piste et le télésiège descendait le long de la piste et je me rappelle que chaque coach français que je voyais, j'étais les 2 bras levés sur le télésiège, je disais ouais, il a gagné et bon voilà, c'était un moment incroyable. C'est ce qui est toujours dur dans le sport de haut niveau, c'est quand tu as connu un échec, de te retrouver dans la même situation, t'as forcément tous ces vieux démons qui remontent et il faut arriver à passer au-dessus de tout ça quoi. Donc des fois, certains se disent il a eu... Enfin, tout a été facile, il a une belle carrière. Et finalement, quand on le retrace là, que ce soit pour accéder au plus haut niveau ou derrière pour aller chercher des titres et des globes, on se rend compte qu'à chaque fois, il m'a fallu un coup d'essai. Il y a eu un échec avant d'y arriver. Et donc, finalement, ça rend peut-être les choses encore plus belles. Ce qui se passe après ce titre, oui, c'est comme tous les slaloms de grands championnats, en fait, c'est qu'ensuite, il y a la cérémonie de clôture des championnats du monde. Quoi qu'il arrive, on n'est jamais dans de l'émotion pure. Parce qu'à l'arrivée, t'arrives, voilà, t'as un petit moment d'émotion pure, mais après tu rentres dans un protocole. J'ai fini par Stade 2 en direct, et à 6h du soir, j'étais toujours pas rentré à l'hôtel, et j'étais encore en combinaison de ski. Moi, je l'ai attendu un moment à l'hôtel, et bon, finalement, il n'est jamais arrivé, donc on est tous repartis comme ça. On rentre par la route, et on arrive à la douane en Suisse, donc c'est déjà tard, pour nous ça doit être 1h du mat'. Et il dit les Français, belle journée hein. Il est où le champion? On lui dit il est pas là, il arrive plus tard. Et en fait je crois qu'il a passé la douane, c'était 3h ou 4h du mat quoi, pour rentrer chez lui. Dans le 4e épisode, vous entendrez comment Jean-Baptiste a fait face aux blessures et aux moments de doute. En fait j'avais pas le choix, si je voulais continuer à réaliser mes rêves de gamin, continuer à faire le sport que j'aimais, fallait que je serre les dents. Si je voulais réussir en ski, il fallait que je cache un peu cette douleur. Il fallait pas que j'en parle. Des obstacles qu'il a dû franchir à plusieurs reprises avant de connaître un nouveau sommet doré en 2015. Rendez-vous la semaine prochaine pour le 4e épisode de Slalom sur podio.fr. Podio c'est P-O-D-2-I-O. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas le manquer et n'hésitez pas à noter, à liker, à commenter et surtout à partager ce podcast autour de vous et sur vos réseaux sociaux.